pavillonnaire apparaît suite à la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte bien précis. C'est l'époque des grands chantiers de la modernité et les nouvelles technologies sont au cœur du développement des villes. La voiture, en particulier, se présente comme un symbole de liberté, permettant à chacun de trouver en banlieue le confort et la sécurité. L'accès à la propriété est favorisé par la pensée économique de l'époque. Elle préconise l'élargissement de la classe moyenne comme moteur de consommation et de croissance économique. On crée ainsi, en 1946, la Société centrale d'hypothèques et de logement. Elle sera chargée de garantir les prêts hypothécaires des ménages canadiens. En urbanisme, le discours fonctionnaliste encourage la mise en place de zonages qui isoleront les fonctions urbaines les unes des autres, renforçant ainsi la dépendance des villes à la voiture. Tous ces facteurs contribuent à l'explosion démographique des banlieues. Entre 1941 et 1971, la population de la Rive-Sud de Montréal est multipliée par 5, alors qu'à Sainte-Foy, elle est multipliée par 9 entre 1951 et 1966. Bien que l'expansion des banlieues ait ralenti depuis cette période, elle n'a jamais, pour autant, cessé. À Québec, les régions qui enregistrent les plus forts taux de croissance sont aujourd'hui les plus éloignées. On constate également qu'en moyenne, l'île de Montréal perd toujours 1% de sa population annuellement au profit de ses banlieues. Mais la banlieue ne fait pas que s'étaler. Elle est en fait dans un double mouvement. Alors que les nouvelles banlieues s'étalent, les banlieues d'après-guerre, elles, se densifient. Les banlieues qui sont en train de se densifier, souvent les premières couronnes, ce sont tous des banlieues qui avaient un peu de ville dans elles. C'est-à-dire que la densité était beaucoup plus basse que ce qu'on retrouve dans les quartiers centraux historiques. Mais on avait des artères commerciales traditionnelles, une trame de rue agréable pour le piéton. Dans ces banlieues-là, il y a des trottoirs des deux côtés de la rue. C'est plus comme maintenant, où on ne fait plus de trottoirs. Donc, il y a beaucoup de bonnes caractéristiques d'une certaine urbanité qu'on retrouvait dans ces banlieues-là et qu'on retrouve encore maintenant. Donc, les premières banlieues qui ont été faites tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale étaient bien faites. Et c'est pour ça que maintenant, on est capable de les faire évoluer de manière positive parce qu'elles sont bien faites. Densifier ou s'étaler? Laquelle de ces tendances devrait-on encourager? L'idéal de plusieurs ménages demeure après tout la maison unifamiliale qui semble comporter pour eux plusieurs avantages. C'est peut-être bon pour les personnes au niveau individuel, pour les familles au niveau individuel qui peuvent vivre dans des maisons agréables, dans des terrains qu'ils peuvent aménager de façon qui leur plaît. Mais quand on regarde du point de vue collectif, là, c'est là que le bas blesse. On gaspille des terres agricoles, on détruit des milieux naturels, les gaz à effet de serre émis par nos voitures, vient avec aussi la pollution atmosphérique. Des conséquences aussi économiques sur les finances publiques. Ça coûte très cher construire les autoroutes, ça coûte très cher construire les aqueducs, les égouts pour desservir toutes ces maisons-là. Également, l'aspect de l'autodépendance et de la santé par rapport à la sédentarité. On bouge de moins en moins et ça, c'est en partie dû au fait qu'on se déplace de moins en moins à pied et de plus en plus en auto. Évidemment, la solution qui est le plus près du développement durable avec les plus grands impacts environnementaux, économiques, sociaux les plus intéressants, c'est vraiment la densification des premières couronnes de banlieue parce qu'on prend ces banlieues-là, on garde qu'est-ce qu'ils ont de meilleur et on leur soutire un certain nombre de leurs défauts en les urbanisant, en les densifiant. Mais il existe de nombreuses façons de transformer les banlieues et le Québec en compte déjà plusieurs exemples intéressants. Dans certains cas, on rajoute de la densité le long d'axes routiers importants. Dans d'autres, on intervient de manière plus globale en réaménageant des secteurs entiers d'une ville. Parfois, on réinvestit des bâtiments en modifiant leurs fonctions, comme ce fut le cas ici où une station-service fut convertie en centre communautaire. Retrofitting the suburbs is simply taking a look at how do we take advantage of the fact that we have more and more underperforming properties as a lot of suburbs are aging. And it gives us this chance now to have a do-over, to make them into more sustainable places, whether it's by re-inhabiting them with more community-serving uses, redeveloping them into more walkable and compact, potentially transit-served places, or through re-greening,
whether it means reconstructing the wetlands, putting in parks, putting in community gardens, agriculture or energy production. Donc, il y a différents milieux qu'on peut faire ça. On peut penser aux grands boulevards qui traversent nos villes. Vous savez, les boulevards Taschereau, les boulevards Hamel de ce monde. C'est construire sur les stationnements de surface qu'on retrouve en façade des commerces, qui sont souvent sous-utilisés. Ça veut dire souvent mettre du transport en commun sur ces boulevards-là. Ça veut dire y mettre des trottoirs, parce que souvent, c'est des endroits très hostiles pour les piétons. Ça veut dire les verdir avec des alignements d'arbres. Ça veut dire parfois réduire un peu la place de l'auto, mais souvent, c'est mieux faire les choses. Parce qu'avant, on faisait un boulevard, on construisait autour et on laissait ça aller. Les premières banlieues avaient souvent de petits centres d'achat proches de leur cœur, soit sur des boulevards, soit sur des rues commerciales. Et c'est souvent des centres d'achat qui, actuellement, sont un peu moribonds. Donc, par exemple, de construire du logement par-dessus. Souvent, c'est des endroits un étage. Au lieu que le stationnement soit en façade, bien de recréer une façade sur la rue pour créer une atmosphère urbaine, une atmosphère de rue principale plus intéressante et de mettre soit le stationnement en souterrain, étagé ou en arrière-cour à la place. Le tissu résidentiel pavillonnaire, il y a beaucoup d'options. On ne parle pas de l'éliminer. Dans certains cas, ça peut vouloir dire, puis ça, c'est un phénomène qu'on voit autour de nous. Dans certains cas, certaines maisons qui sont en moins bon état, qui sont rendues au bout de leur vie utile, sont rachetées pour être reconstruites en maisons de ville, en petits immeubles de 3 étages. C'est des phénomènes qu'on voit dans nos villes. Donc, le tissu résidentiel traditionnel, on peut faire ça. La Ville de Vancouver a mis en place plusieurs programmes pour permettre la requalification de ses banlieues. Notamment, à travers son programme Greenest City, Vancouver tente de combattre l'étalement urbain en densifiant plusieurs secteurs, dont plusieurs banlieues. Mais Vancouver, comme la plupart des villes qui opteront pour la requalification, a dû se fixer des objectifs fondamentaux. Une bonne partie de la population est inquiète lorsqu'on parle de densification et de densité. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce qu'on a, dans le passé, et qu'est-ce qu'on fait parfois aussi actuellement comme type de densité, c'est une densité qui n'est pas toujours à échelle humaine ou qui n'est pas toujours bien faite. Donc, on fait beaucoup de logements pour faire beaucoup de logements sans se préoccuper de l'espace public, sans se préoccuper de la circulation que ça amène ou sans se préoccuper exactement de l'endroit où ce que c'est fait. One of the greatest arguments for density is to be able to make transit systems work. But it's a pretty interesting curve. Once you get up to about 8 dwelling units, which doesn't really still single-family house, but small lots, that's the minimum needed for bus service. You double that again, get up to 15 or 20, then you're talking townhouse sort of scale. That means your bus service can now run a little more, twice as frequently. If you double again, and you basically then you're getting up to the 4 or 5 stories. You're seeing a doubling. You see a reduction in vehicle miles traveled. You see transit actually becoming quite efficient. But once you double after that, you actually only get very little increment of change. Once you have transit running frequently and you have enough density to do that, you're not getting a payoff really in more. There's only the transit system can only be so efficient. You hit that really at the 5-6 stories. My perspective is you don't say certain height bad, certain height good. You design every scale better. I've seen badly designed 6-story buildings and I've seen well-designed towers. You design them all better. You figure out where and where not, and towers are not the right answer everywhere. As I've said, in Vancouver, I think they should be the exception, not the rule. Mid-rise and ground-oriented densification is the future of Vancouver. Donc, la densité peut être un obstacle si elle est mal faite et parfois aussi mal vendue. Donc, bien communiquer avec la population, l'impliquer dans les projets, lui dire quel genre de densité vous seriez prêt à accepter ou que vous voulez.
la banlieue qu'on a commencé à construire il y a 60 ans, c'était une transformation et on s'est rendu compte qu'à travers cette transformation-là, bien, on a frappé des écueils. Donc, l'actuelle opération de changement de la manière qu'on construit nos villes, qui passe nécessairement par une transformation de nos banlieues, comporte des risques. Mais j'ose croire qu'on a assez appris des erreurs du passé pour mieux faire les choses maintenant.